C'est plutôt mon père qui m'a amené à la photographie parce que lui-même était un amateur de photographie. Je me suis d'abord engagé vers des études universitaires. J'ai une maîtrise en histoire de l'art sur un photographe. J'ai voulu continuer cette voie, mais plus du côté pratique. Et là, j'ai intégré l'École nationale de la photographie à Arles. Là, je suis sorti diplômé en 1993 de Arles et 2 ans après de la Villa Arson, donc une école des beaux-arts. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur la photographie de Raoul Ubach, donc, qui était, avant de devenir peintre de l'école de Paris, a été un des membres actifs du surréalisme parisien dans les années 30. Et donc j'ai étudié sa photographie et je l'ai inclus bien sûr dans une étude plus générale sur la photographie surréaliste et la photographie des années 20, des années 30, qui pour moi est vraiment un moment incroyablement fertile dans l'histoire de la photographie, où l'appareil photo était bien sûr un outil principal, mais qu'on pouvait aussi réaliser des photos simplement en posant des feuilles de papier sous l'agrandisseur. On pouvait réaliser des images en frottant des choses, que l'appareil photo était bien sûr indispensable, mais que la photographie, c'était autre chose. Ça devait s'entendre aussi dans une définition un peu plus étendue. C'est-à-dire plus un point de vue, un regard porté sur le monde, c'est-à-dire décider, puisque c'était aussi les grandes années de l'explosion de la presse, magazine, où la photographie était comme ça embarquée dans cet enjeu des médias qui cherchaient à découvrir et à couvrir finalement le monde. La première série que je revendique en tant qu'artiste, comme série artistique, c'est une série que j'ai faite à la Villa Arson, donc en fait quand j'étais encore étudiant, une série qui s'appelle Les Faits divers, et qui marque pour moi un peu le début effectivement de ce travail qui utilise les médias pour fabriquer des images plus personnelles. Et qui se fabrique toujours avec le même outil, c'est-à-dire la chambre photographique sur trépied. Donc tout était déjà finalement là quand j'étais étudiant, et depuis j'essaye de mener le plus loin possible ce dispositif que j'ai mis en place dès les années 93-95. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'aborder l'information en créant plein de petits décalages par rapport aux normes photojournalistiques, et qu'un des décalages, c'était de rester immobile et d'être contraint à un déplacement un peu complexe et compliqué du fait de l'utilisation d'un matériel inadapté à la rapidité. Les sujets qui m'intéressent sont des sujets qui sont déjà traités, ou donc qui ont déjà eu une première formulation dans la presse, par exemple. Donc pour moi, il ne s'agit pas de découvrir quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui part en expédition pour découvrir un territoire que personne n'aurait encore foulé, ou un lieu que personne n'aurait encore foulé. L'enjeu pour moi n'est pas là. Il est au contraire de revenir sur des situations déjà connues, que les médias ont l'habitude de couvrir. Et par ce déplacement, le déplacement étant de situer l'image dans le champ de l'art et plus dans celui de la communication ou du reportage ou des médias, et bien d'essayer de provoquer une réflexion chez le spectateur. Quand c'est un événement, par exemple un sommet de l'ONU ou je ne sais pas, une manifestation, je découvre le lieu du sommet et puis les contraintes, en même finalement la veille du début de l'événement. Ça, c'est très important pour moi. C'est pas de repérage, une découverte brute, et être confronté directement, le plus directement possible à un événement dans lequel on ne peut pas prendre trop de recul. Et donc d'être immergé très vite et d'avoir à se débrouiller dans des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment. Donc la première difficulté, totalement assumée, elle est là, c'est-à-dire de se retrouver un peu perdu au milieu d'un événement dont on n'a pas la maîtrise. Bon, après, bien évidemment, en n'étant jamais professionnel, parce que je n'ai pas de carte de presse ou ce genre de choses, on m'accorde très peu de facilité pour pénétrer dans des lieux qui sont a priori réservés à un certain type de personnes et de professions. Donc là, il faut soit négocier ou alors trouver des moyens détournés pour pouvoir rentrer dans les... Donc il y a comme ça,
un ensemble d'obstacles importants qui font partie même du projet parce que ça détermine justement les photos qui sont possibles ou pas à réaliser. Donc là, bien évidemment, les autorisations, les organisateurs, la police, ce genre de choses, dans la mesure où si vous posez un appareil photo avec trépied, souvent vous devez avoir des autorisations en fait. Ce qui n'est pas mon cas, moi je ne demande jamais aucune autorisation, donc j'essaye de tout faire, on peut dire, un peu à l'arrache, d'une certaine manière. Je pense qu'à partir du moment où on cherche à aller au contact d'une réalité politique et sociale qui est problématique, on ne peut pas l'aborder de manière neutre. Donc forcément, il y a la question de l'engagement qui est là. Mais pour moi, ce qui est important aussi, c'est que je ne l'aborde pas comme un militant pourrait aborder, par exemple la photographie, je ne l'aborde pas comme un militant pourrait faire des photos d'un événement. J'aime cette figure d'un photographe, artiste ou citoyen, je ne sais pas, qui va quelque part sans y être invité, sans faire partie forcément d'un mouvement politique ou être militant, mais qui fait des choses très sérieusement et qui cherche justement une voie à travers ça, à travers toutes les photos qui sont produites d'un même événement, qui sont produites par les médias, donc des professionnels, par les militants, par des touristes, j'en sais rien, par les gens qui passent. Et donc trouver une voie pour fabriquer des images à un moment donné, en sachant que ce n'est pas les seules images qui sont produites d'un événement. Donc l'engagement, il est à la fois pour un certain type de photographie, et puis il est un engagement en tant que citoyen, parce qu'effectivement, je préfère photographier des manifestations qu'un paysage. Alors c'est une série encore inédite que je vais présenter, qui est liée aux cérémonies d'indépendance du Sud-Soudan, d'un nouveau pays comme ça qui fait sécession du Nord, Soudan, qui décide de son autonomie. Alors les cérémonies sont des cérémonies officielles, hein, l'indépendance était en marche depuis plusieurs années, mais bien évidemment, puisqu'un pays se crée, il se crée aussi en créant des événements. Un événement à la fois pour les nouveaux citoyens, puis un événement politique, donc des cérémonies officielles, etc. Et autour du 9 juillet, donc il y a eu 3-4 jours de cérémonies, soit très officielles, avec des représentants de différents États africains, représentants également de différents pays européens, et puis bien sûr l'ONU qui a participé de manière très, très proche aux différents pourparlers de sécession entre le Nord et le Sud. Et puis après, des cérémonies liées pour les nouveaux citoyens, donc des carnavals, des feux d'artifice, des matchs de football. Après, là, tout de suite, on est dans un autre type de cérémonie beaucoup moins officielle. Donc, ce qui sera présenté c'est cette série de 12 photographies. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sera présenté exactement un an après ces cérémonies officielles. Et finalement, pile à un moment donné, où le Sud-Soudan et le Soudan font à nouveau parler d'eux, et notamment, bien sûr, pour des menaces de guerre entre les deux. Donc pour cette programmation-là, moi je fais partie, on va dire, peut-être d'une programmation qui peut-être un peu à part, mais qui en même temps englobe presque cette année toutes les rencontres. C'est donc l'invitation qui a été faite par François Eben à l'École nationale de la photographie d'exposer ses anciens étudiants. Et donc je crois que l'intérêt et l'intelligence que François et Rémi Fanzi, le directeur de l'école, ont eu, c'est de ne pas chercher forcément à créer une programmation homogène, mais de montrer toute la diversité finalement, et la richesse, la diversité par la richesse, la diversité des approches photographiques des uns et des autres. Je crois qu'il y a une trentaine peut-être d'expositions individuelles d'artistes, photographes, tous issus de l'école. Et ce que l'on va voir, c'est bien évidemment que chacun
après être passé par Arles, va créer son propre parcours. Et donc on retrouve des photographes issus de Arles dans les différents secteurs de la pratique photographique. Alors dans le champ de, on va dire, l'art contemporain, il y a Valérie Jouve, Mathieu Pernaut, Pierre Faure et plein d'autres, moi, qui sommes passés à un moment donné de leurs études par Arles, mais on trouve aussi des gens actifs dans le domaine de la mode, bien évidemment de la presse, du photojournalisme, de l'édition. Et puis après, au-delà de la pratique même de la prise de vue, des gens qui sont dans les institutions photographiques, musées ou autres. Donc je crois que l'intérêt, en tout cas pour présenter l'école de Arles dans toute sa singularité, c'était d'éviter de faire quelque chose de trop spécifique finalement et de laisser le plus possible ouvert la programmation. Et je pense que c'est ce que ça reflète finalement, les 30 expositions. On s'aperçoit qu'il y a des gens voilà, qui sont maintenant actifs dans les différents champs de la photographie. Avec le Kosovo, j'ai commencé quelque chose qui était pour moi un peu nouveau. En fait. C'est puisque toutes les séries sont liées à des événements, donc les événements sont ponctuels, 3 jours, 1 semaine, 15 jours, et puis après, une fois qu'il est fini, on passe grosso modo à un suivant. C'est pour ça que ça ressemble aussi à des manières de travailler des reporters, parce que, voilà, on se déplace. Mais là, avec le Kosovo, j'ai considéré que l'événement, parce qu'il y a quand même un événement qui m'a intéressé, c'était la construction de ce pays, qui est un peu comme le Sud-Soudan, un nouveau pays. Et donc, j'ai décidé de suivre, à partir de 2009, et donc de la date du premier anniversaire de la fondation du pays, de suivre un peu l'évolution de ce pays. Donc là, j'y étais encore il y a 15 jours, en fait, et 1 à 2 fois par an, j'y vais pour faire des photographies. Et il n'y a pas de durée a priori, c'est-à-dire que j'ai dit voilà, que j'allais suivre pendant 10 ans, mais peut-être ce sera pendant 20 ans ou 30 ans, essayer d'aller au Kosovo, puis d'en faire comme ça, de scanner à chaque fois un peu ce nouveau pays pour voir comment il évolue. On est 4 ou 5 à peu près, qui sont pour moi des gens qui m'apportent énormément. Hein. C'est bon, Jean-Luc Moulin, Alan Sekula, Christopher Williams dans une toute autre direction, Claude Lévesque aussi dans des directions très importantes. Donc c'est un peu ces 4 personnes dont le travail m'intéresse essentiellement et dont je regarde vraiment dès qu'il y a une nouvelle série, un nouveau livre ou ce genre de choses, où j'apprends toujours en permanence en regardant ces images. Donc tout ce qui m'intéresse, c'est ce rapport au réel qu'ils mettent en place, soit de manière très conceptuelle avec Christopher Williams, et qui parle vraiment, malgré tout, d'enjeux géopolitiques, mais à travers des images que l'on peut considérer comme des images très esthétiques ou très construites, parce qu'elles sont en studio, à des vues plus, on va dire, une réalité plus personnelle, celle de Claude Lévesque quand il fait des photographies, mais que moi je trouve très justes, hein, qui sont presque des photographies d'amateurs, mais je crois qu'on fait tous des photographies en amateur, a priori. Et après, bon, Sekula, ses recherches sur le long terme, sur des sujets qui prennent, comme bien sûr le monde maritime, des années et des années à se mettre en place, et qui, chaque série est un élément du puzzle supplémentaire, mais ça passe aussi par le texte, et pas que par la photographie. Or, moi, toute une partie de mon travail est aussi liée à du texte, même s'il est beaucoup moins présent que chez Alan Sekula. Et puis Moulin, pour, je pense, ce travail beaucoup plus énergique qu'il a aussi, je pense qu'il maltraite un peu finalement la photographie et cette idée du documentaire, parce que tous finalement travaillent ça. Qu'est-ce que c'est que l'image documentaire? Donc pour moi, c'est un peu les 4 photographes qui sont importants pour ma propre pratique. Donc pas simplement en tant que spectateur, mais savoir comment est-ce que je peux me servir de leur pratique pour pouvoir continuer la mienne.